Si vous aviez dit non, la session d'automne aurait pris le bord. Donc, merci beaucoup à l'équipe du vice-décanat, à la recherche, l'équipe de filles. Pour l'équité en emploi, on repassera, de m'avoir invité à la journée de Janice Bailey pour venir présenter. Je ne présenterai pas nécessairement beaucoup de travaux qu'on a réalisés, mais plus une orientation. C'est un sujet qui va nous intéresser puis on aimerait avoir du financement, fait qu'on passera le chapeau après, non, c'est pas vrai, mais on va s'intéresser à ça dans les années qui s'en viennent. Donc, les matières grasses du lait, l'adjoint au vice-recteur ou le vice-recteur adjoint, je ne me rappelle plus, mais M. Desnoyers disait on va redécouvrir les matières grasses laitières. Oui et non, c'est qu'on va voir des acides gras dont vous avez peut-être jamais entendu parler. Donc, un bref aperçu de la présentation. D'abord, je vais vous présenter les acides gras à chaîne ramifiée, leur synthèse. Nous, on est intéressés à ces acides gras-là parce que c'est un outil, il y a un potentiel pour développer un outil diagnostique chez la vache laitière, mais ceux qui ne sont pas du tout en agronomie, restez dans la salle. J'ai un volet nutrition humaine dans ma présentation, donc leur intérêt en nutrition humaine, la manipulation de leur concentration dans le lait, si on a quelques travaux déjà d'effectués, puis des perspectives futures. Donc, sans plus tarder, je suis toujours impressionnée à chaque fois que, même là, on est dans une faculté d'agriculture, puis je suis sûre qu'il y a au moins une personne, mais levez pas votre main, qui n'a jamais pensé qu'une vache, il fallait que ça fasse un veau pour donner du lait. Donc là, on va faire une petite mise à niveau sur qu'est-ce qui se passe chez le bovin laitier, en particulier pour ce qui est des lipides. Donc, une vache, ça consomme quoi? Ça consomme essentiellement des fourrages puis des concentrés. Ce qu'on appelle concentrés dans le jargon, en fait, c'est des céréales, du maïs. Ce sont les matières grasses qu'il y a là-dedans, c'est essentiellement des acides gras polyinsaturés. Pourtant, la vache, elle, ce qu'elle produit, c'est un lait qui est, vous le savez tous, très enrichi en acides gras saturés. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet animal-là pour expliquer ce phénomène-là? Donc, ici, vous avez un rumen. Pour ceux qui sont peut-être un peu plus familiers là, avec l'anatomie du ruminant, ne vous en faites pas. Je sais particulièrement que la sortie du rumen n'est pas là. Mais bon, pour fin de simplification. Donc, la vache consomme des lipides qui sont grandement polyinsaturés. Puis, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on n'est pas spécialiste de la nutrition de la vache laitière, on est spécialiste de la nutrition des bactéries qui sont dans le rumen. Parce qu'essentiellement, quand tu alimentes une vache laitière, c'est quoi que tu fais? Tu feeds des bactéries, puis tu espères que ça va bien se passer dans le rumen, puis que la vache, finalement, va absorber quelque chose qui est intéressant pour elle. Donc, tout d'abord, ce qui arrive les acides gras, ils arrivent dans le rumen. Une vache a 4 estomacs, pour ceux qui ne le savent pas. Les 2 premiers, c'est essentiellement un gros biofermenteur. Donc, les acides gras qui se rendent là sont surtout sous forme de triacylglycérol puis de galactolipides. Puis, les bactéries, eux, vont s'en occuper. Bien, premièrement, les bactéries, ça déteste les acides gras polyinsaturés. Donc, en équipe, ils vont essayer de les saturer le plus possible. Donc, la première étape, c'est une lipolyse. C'est assez intense comme processus. Ça se fait de façon assez rapide. Donc, les acides gras vont être libérés du glycérol, pour ceux qui sont peut-être un peu plus familiers avec la chimie organique. Donc, il va y avoir une lipolyse. Puis, suite à ça, les acides gras polyinsaturés vont subir une biohydrogénation. Donc, qu'est-ce que c'est une biohydrogénation? C'est les bactéries qui, finalement, hydrogènent les doubles liaisons pour faire des acides gras saturés. Donc, dépendant de la vitesse avec laquelle les acides gras vont se déplacer dans le reste du tractus digestif, bien, il va y avoir beaucoup d'acides gras saturés qui vont quitter le rumen ou des intermédiaires de la biohydrogénation. Les bactéries ne font pas du 18,3 puis font du 18,0. Il y a plusieurs étapes. Je vais vous faire fi des différentes étapes parce que les gens n'aiment pas quand je mélange les chiffres puis les lettres. Puis quand je parle d'acide gras, je mélange tous les chiffres et les lettres. Les gens n'aiment pas ça. Donc, on va parler d'acide gras trans. Ça va être plus facile. Donc, les acides gras polyinsaturés vont se transformer par un processus en plusieurs étapes. Puis, dépendant de la vitesse à laquelle le processus se fait, puis dépendant des populations qu'il y a dans le rumen, il va y avoir différents acides gras qui vont sortir du rumen ici, pas ici, puis qui vont atteindre les autres parties du système digestif qui vont pouvoir être absorbées par l'animal, puis s'en aller dans la circulation sanguine, puis éventuellement
être prélevés par la glande mammaire pour être intégrés dans la matière grasse laitière. Comme si ce n'était pas assez compliqué, les microbes eux-mêmes qui sont là, parce que quand, je vous le jure, il faut avoir mis sa main dans le rumen d'une vache pour voir à quel point c'est efficace. Les microbes qui sont là, ils vont aussi, eux, synthétiser des lipides. Puis la vache, elle, ce qu'elle mange, c'est des microbes. Donc, ces microbes-là vont fournir des acides gras qui vont pouvoir, eux aussi, être intégrés à la matière grasse laitière. Puis finalement, la glande mammaire, elle aussi, est capable de faire des acides gras. Donc, c'est pour ça que le gras laitier, c'est un sujet de recherche. Parce que si vous voyez ici, je vais être fatigante avec les chromatogrammes, j'en ai quelques-uns, mais pour moi, je suis une passionnée de chromatogrammes, ça puis la Joconde, j'aime bien mieux ça. Donc, ça, c'est un profil en acide gras d'une ration pour vache laitière. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Ici, vous avez 18,3, 18,2, 18,1, en tout cas, les acides gras sont là. C'est ça, 18,3, 18,2, 18,1, 16,0. C'est évident, vous ne trouvez pas? Non, mais pour les besoins de la cause ici, chaque pic est un acide gras particulier, puis dépendant de la hauteur du pic, c'est la concentration, vous avez compris, dans l'ingrédient. Donc ça, c'est le profil classique d'une ration pour vache laitière. Puis quand on fait le même exercice, mais dans le lait, c'est ce qu'on obtient comme chromatogramme. Puis là, ça c'est pour vous montrer la différence de profil en acide gras. La vache, c'est ce qu'elle mange, puis c'est ce qu'elle nous donne au bout. Puis si je faisais des zooms sur chacune de ces sections-là, vous verriez qu'il y a beaucoup, beaucoup de pics. On dit qu'il y a à peu près 400 acides gras différents dans la matière grasse laitière, donc c'est un milieu qui est relativement complexe. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que tantôt je vous ai dit que bon, la vache transforme les acides gras, mais il y a aussi les microbes qui font des acides gras. Puis nous, ce qui nous intéresse en tant que nutritionniste, non, pas nutritionniste, spécialiste en nutrition de la vache laitière, désolé. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de nourrir un animal pour qu'il puisse bien performer, bien produire du lait. Donc, on essaye de miser juste, d'arriver puis de donner ce que les bactéries ont besoin pour bien fermenter la matière organique, pour fournir de l'énergie, des protéines, etc. à notre animal. Donc, si on était capable, en conditions commerciales, d'aller prendre des échantillons dans le rumen, puis de voir si ça se passe bien, mais ce serait intéressant, mais je vous mets au défi d'aller chez un producteur laitier, puis de lui demander d'installer une vitre ou un hublot sur chacun de ces animaux, puis il voudra, en tout cas j'espère qu'il n'osera pas le faire. Donc, il faut avoir une idée, parce que c'est pas comme un cochon. Un cochon, tu lui donnes, ou un humain, tu lui donnes la nourriture, tu sais à peu près comment ça se passe. Là, c'est pas la vache, c'est les microbes que tu nourris, puis la vache, elle absorbe les microbes après. Donc, les acides gras, généralement, dans la nature, c'est une chaîne paire de carbone. Pourquoi? Parce que c'est en fait une séquence, là, je n'irai pas dans le détail, mais c'est des molécules à 2 carbones qui s'additionnent, un processus cyclique, pour donner une chaîne paire. C'est ce qui se passe dans la nature, chez les plantes, chez les mammifères. Les bactéries, eux, ont la particularité de pouvoir utiliser d'autres amorces. Donc ici, il y a le propionate. Tantôt, on a entendu un peu parler là, dans la présentation de Noémie, si je ne m'abuse. Donc ici, le propionate, c'est une molécule à 3 carbones. Donc c'est l'amorce que les bactéries vont utiliser. Ils peuvent en utiliser d'autres, mais ça, c'en est une. Puis, ils vont ajouter des molécules à 2 carbones à cette amorce-là pour donner une chaîne impaire. Donc du C17,0, on n'en voit pas tant que ça dans la nature. C'est surtout d'origine bactérienne. De la même façon, ils sont capables d'utiliser des acides gras volatiles ramifiés. Donc, quand on dit ramifié, c'est simplement une petite chaîne de carbone avec une branche dessus, une ramification. Ils sont capables, puis ça, c'est des produits de la fermentation de la matière organique là, dans le rumen. Notamment ici, les acides gras volatiles ramifiés, c'est la fermentation des protéines, la désamination des acides aminés qui donne lieu à ces acides gras-là dans le rumen. Donc, ils utilisent ces amorces-là, puis ils allongent, puis ça donne des acides gras à chaîne ramifiée. Ces acides gras-là vont être absorbés, sont intégrés aux membranes des bactéries. Les bactéries sont, comme je le disais tout à l'heure, digérées. Ils vont
si on veut, absorbés par l'animal, puis ils peuvent s'en aller jusque dans la glande mammaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas toutes les bactéries qui utilisent les mêmes amorces, puis c'est pas non plus, c'est ça, donc qui n'utilisent pas les mêmes amorces. Fait quand on regarde le profil en acide gras à chaîne ramifiée dans le lait, bien, on peut avoir une idée des bactéries qui étaient là dans le rumen, donc des conditions environnementales, donc d'avoir une idée de ce qui se passe, c'est quoi l'environnement qui est en ce moment, qui prévaut dans le rumen. Donc, c'est une façon indirecte de savoir ce qui se passe dans le rumen en regardant simplement le profil en acide gras du lait. Donc, ici, on a des bactéries, par exemple, amylolytiques. Ça, c'est les bactéries qui sont surtout impliquées dans la fermentation des concentrés des céréales. Donc, généralement, ces bactéries-là sont plus riches en 17,0 ou en acide gras anti-iso. Ici, je ne l'ai pas expliqué, là, anti-iso puis iso, la différence, c'est simplement la position de la ramification. Ce n'est pas très important pour le reste de la présentation. Puis, les bactéries, elles, qui digèrent plus la fibre, qui sont associées à un rumen qui est, disons, plus en santé, qui est moins challengé, c'est les bactéries cellulolytiques qui sont plus présentes. Donc, quand on a plus d'acide gras iso, bien, on se dit qu'on a une fermentation qui est peut-être plus fibrolytique, donc un rumen qui est relativement en bonne santé. Donc, nous, comme je vous le disais, on utilise les acides gras du lait pour essayer de trouver une façon d'évaluer ce qui se passe dans le rumen. Est-ce que notre rumen est en santé? Ici, c'est une équation, vous n'avez pas besoin d'apprendre l'équation par cœur pour l'examen, mais c'est juste pour vous expliquer qu'on a été capable de prédire, parce que là, nous, c'est facile au centre de recherche, on a des vaches avec des hublots, donc on est vraiment capable d'aller chercher des échantillons de rumen, puis on a été capable de prédire le pH ruminal, qui est une donnée qui est super importante en nutrition de la vache laitière, en déterminant le profil en acide gras du lait. Donc, on a une équation qui nous permet de prédire, à partir des acides gras du lait, le pH du rumen. Donc, ça, c'est l'intérêt pour la spécialiste en nutrition de la vache laitière que je suis. Maintenant, le côté qui va peut-être en intéresser plusieurs d'entre vous, c'est l'importance des acides gras à chaîne ramifiée en santé humaine. Donc ici, ne vous en faites pas, je ne suis pas une freak, ce n'est pas un selfie de moi en train d'allaiter. Mais c'est une photo de quelqu'un qui a bien accepté de mettre ça sur Internet. Donc voilà, donc les acides gras à chaîne ramifiée, comme je vous l'ai dit, c'est surtout issu du métabolisme des bactéries. Donc, dans le rumen, il y en a beaucoup. Dans le lait, on en retrouve, ce n'est pas la vache qui les fait, c'est les bactéries du rumen, mais on en trouve quand même aussi ailleurs. Les plantes, les champignons, pas beaucoup, par exemple. C'est des acides gras qui sont vraiment, vraiment mineurs, mais on en trouve aussi dans les tissus humains, ce qui nous indique que c'est sans doute important. Donc, on en retrouve dans la peau, le vernix, on va revenir plus tard, certaines glandes de Hardert, dans les yeux, sébacés, cheveux, cerveau, sang. Donc, on en trouve à plusieurs endroits dans le corps, mais comme je vous dis, dans votre alimentation, une des seules sources, puis certainement la meilleure source, c'est la matière grasse laitière. À cause de quoi? À cause des bactéries du rumen. Donc ici, un peu c'est pas des études qui ont été faites ici, bien entendu, là, ça vient de la littérature, mais c'est pour vous indiquer l'importance qu'ils peuvent avoir. On n'en connaît pas beaucoup, donc on est vraiment dans les premières études à ce sujet. Donc ici, vous avez le catabolisme des acides aminés. La plupart d'entre vous connaissez très bien ça. Donc la leucine, lorsque l'organisme là catabolise, bon, ben, il va avoir production d'isovalérate, le groupement amino s'en va. Puis, généralement, ça se passe bien, il y a des enzymes qui produisent ça, mais chez certaines personnes, les enzymes qui sont responsables du catabolisme des acides aminés ne fonctionnent pas toujours bien. C'est le cas, par exemple, d'une maladie c'est ce qui est illustré ici, donc c'est une maladie qu'on appelle, je pense, une mauvaise traduction serait la maladie du sirop d'érable. En anglais, on parle de Maple Syrup Urine Disease. Je ne ferai pas le même lapsus que mon collègue, le célèbre Yvan Chouinard, qui a dit en congrès que c'était caractérisé par une urine qui goûtait le sirop d'érable. Mais c'est plutôt l'urine qui sent sucré. Donc, c'est de là le nom de la maladie. Il m'avait dit que ça ferait rire le monde. Mais en fait, cette maladie-là, ce qui arrive, c'est que les acides aminés branchés particulièrement s'accumulent
dans l'organisme, puis ça crée des désordres neurologiques très, très importants. Donc, ça, bien entendu, ça nuit au développement du système nerveux. Il y a certaines accumulations de ces acides aminés-là qui sont aussi liées à des maladies comme l'autisme, puis d'autres désordres neurologiques. Donc ici, vous avez l'isovalérate, qui est un acide gras à courte chaîne ramifié, puis qui, lorsqu'allongé, va donner lieu à des acides gras branchés ou ramifiés. Donc, ce qui se sont aperçus dans la littérature, c'est qu'on a longtemps pensé que les symptômes associés à ces maladies-là sont associés en fait à l'accumulation des acides aminés ramifiés. Mais maintenant, avec des modèles comme le vert dont on a entendu parler tout à l'heure, le C. elegans, on s'est aperçu que dans certains modèles, c'est plus le fait qu'il n'y a plus de ces acides gras-là qui sont produits. Donc, il n'y a plus d'acides gras à chaîne ramifiée qui sont synthétisés. Donc, à ce qui paraît, l'absence de ces acides gras-là serait une des causes des différents désordres neurologiques associés à la maladie. Donc, c'est un changement de paradigme. On ne dit pas que l'accumulation des acides aminés ramifiés n'a pas d'impact. Par contre, on a longtemps négligé le fait que le catabolisme de ces acides aminés-là conduit à la synthèse d'acides gras à chaîne branchée qui ont peut-être un rôle très important aussi à jouer au niveau du système nerveux. Donc maintenant, ça c'est la partie qui me fascine le plus. Je ne sais pas si c'est parce que je suis mère, mais le vernix, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la cire, si on veut, qui recouvre le bébé pendant la gestation. Puis, vers la fin, dans le dernier tiers de la gestation, le vernix va tranquillement se dissoudre dans le liquide amniotique. Puis, plus la gestation ou la grossesse... Attendez que je vous dise quand la mère vêle. Mais ça fait toutes sortes de parallèles boiteux. Donc, quand le liquide amniotique se dissout, quand le vernix se dissout dans le liquide amniotique, vers le dernier tiers de la grossesse, le bébé avale du liquide amniotique. On a longtemps pensé que le liquide amniotique, c'était finalement juste des déchets, mais on se rend compte de plus en plus que ça aurait un rôle à jouer dans le développement pendant le dernier tiers de la grossesse. Donc, ce qui arrive, c'est, là, ici, le vernix est très, très riche en acides gras à chaîne ramifiée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans le dernier tiers de la grossesse, le bébé absorbe beaucoup d'acides gras à chaîne ramifiée. Puis, on en trouve d'ailleurs dans le méconium aussi. Ici, vous avez le profil, c'est des différentes longueurs de chaîne, I pour iso, AI pour anti-iso. C'est pour vous montrer un peu le profil des acides gras à chaîne ramifiée. Donc, ce qu'on remarque, c'est que non seulement il y en a dans le vernix, mais il y en a aussi dans le méconium, qui est le premier caca du bébé. Donc, puis c'est pas le même profil. Donc, il se passe quelque chose avec ces acides gras-là pendant la grossesse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les gens se sont dit, bon, ben, c'est peut-être important pour le développement de l'enfant. Donc, ici, c'est un modèle chez le rat. L'incidence d'entérocolite l'entérocolite nécrosante, c'est une maladie qui est fréquente chez le nouveau-né prématuré. Donc, rappelez-vous, ce que je vous ai dit, c'est que le vernix se dissout ou se solubilise dans le liquide amniotique lors du dernier tiers de la grossesse. Donc, ici, c'est un modèle qui a été développé pour prouver à quel point le vernix ou le liquide amniotique pourrait être important. Donc, ici, vous avez 3 traitements. Vous avez des ratons. Tous les ratons sont nés par césarienne. Donc, vous avez des ratons qui sont restés avec leur mère. Il y a des ratons témoins qui ont reçu un supplément de lait de raton, puis un supplément synthétique. Puis, vous avez le même supplément, mais 20% des acides gras de ce supplément-là ont été changés pour des acides gras à chaîne ramifiée. Vous avez l'incidence d'entérocolite nécrosante chez ces ratons-là. Donc, ce qu'on voit, c'est ceux qui ont allaité, vous êtes en business. Il n'y avait pas d'entérocolite nécrosante du tout chez ces ratons-là. Par contre, le témoin, vous voyez qu'il y avait 60% de ces ratons-là qui avaient développé
l'entérocolite nécrosante. Là, c'est un modèle, là, il y avait un challenge qui était fait, les ratons étaient soumis à de l'hypoxie, etc., pour créer l'entérocolite nécrosante. Puis finalement, bien, il y avait une réduction de à peu près 56% des cas d'entérocolite nécrosante lorsque les acides gras étaient remplacés partiellement par des acides gras à chaîne ramifiée. Donc ici, c'est pour vous illustrer un peu c'est quoi l'entérocolite nécrosante. Donc vous voyez, c'est des coupes histologiques d'intestin. Ici, on considère que les sujets sains ont le stade 0 et 1. Là, vous voyez, visuellement, c'est assez facile de comprendre que rendu au stade 4, l'absorption est... OK, je vais me dépêcher. L'absorption est... finalement, ce raton-là ne survivra pas. Donc, l'entérocolite nécrosante, ici, était prévenue par les acides gras à chaîne ramifiée. Donc, ce qu'ils se sont aperçus aussi, c'est que ils ont été faire des cultures, ils ont été faire de la microbiologie chez ces ratons-là, dans le contenu intestinal de ces ratons-là. Puis, ce qu'on voit, c'est que, bon, effectivement, ici, c'est le Bacillus subtilis, c'est une bactérie qui est relativement connue là, comme un probiotique. Ce qu'ils se sont aperçus, c'est que cette bactérie-là était beaucoup moins présente chez les sujets qui avaient une entérocolite nécrosante. Puis, si vous voyez ici, c'est les différents traitements. Donc, on voit que les acides gras à chaîne ramifiée auraient un potentiel prébiotique, si on veut, pour le Bacillus subtilis. Donc, c'est peut-être comme ça qui aiderait à prévenir l'apparition de l'entérocolite nécrosante. C'est des premières études. Il en reste beaucoup à faire, bien entendu. Mais c'est quand même quelque chose de fascinant. D'autres effets potentiellement bénéfiques pour la santé, certains acides gras à chaîne ramifiée ont été réputés pour inhiber la prolifération cellulaire de certains types de cellules cancéreuses, prostate, sein, leucémie. Ici, vous avez j'y vais rapidement, là, mais vous avez la viabilité cellulaire, donc moins une cellule cancéreuse vit, meilleur c'est. Donc, vous voyez ici, vous avez différents traitements, là, mais ici, j'attire votre attention sur les petits carrés, donc cette ligne-là ici. Donc, le fait de donner des acides gras à chaîne ramifiée à ces cellules-là, ça les détruirait finalement, si on veut, ça nuirait à leur viabilité cellulaire. Pratiquement aussi efficacement que les ALC qui sont reconnus aussi pour avoir des effets anticancérigènes. C'est un petit peu la même chose qui est exprimée là, ici. Là, on compare le ISO 15-0, donc l'acide gras à chaîne ramifiée, son penchant saturé linéaire, donc le C14-0, puis les ALC. Donc le pourcentage de cellules apoptiques était plus élevé chez les cellules qui avaient reçu des acides gras à chaîne ramifiée dans le milieu, tout comme pour les ALC. Donc ici, je vais passer rapidement avec mes chromatogrammes, mais c'est pour vous expliquer que c'est des acides gras qui sont en quantité très, très minime dans le lait. Ce n'est pas des acides gras majeurs, c'est probablement pour ça que la plupart de vous n'en avez jamais entendu parler. Par contre, ce sur quoi je veux attirer votre attention, puis je n'ai pas joué avec l'échelle, je vais dépasser mon temps, je vais pas, mais pas trop longtemps. C'est à l'échelle, je n'ai pas joué avec les images, mais si vous regardez les différents, où est-ce qu'il y a des flèches, c'est des acides gras à chaîne ramifiée qu'on retrouve dans le lait, dans ces concentrations-là. Puis si on compare ça à l'acide linoléique conjugué, qui a été longtemps étudié depuis une vingtaine d'années, on en entend beaucoup parler pour son potentiel bénéfique sur la santé. Bien, c'est des acides gras qui sont là en concentration encore plus grande que les CLA. Donc, de dire que c'est des acides gras mineurs qui sont peut-être pas importants, j'ai tendance à dire que non. Donc, ou en tout cas, ils méritent qu'on les étudie de façon plus approfondie. Donc, ici, j'y vais rapidement. C'est simplement ici, c'est le profil en acide gras à chaîne impair et à chaîne ramifiée du lait. Puis ici, j'ai repris mes images là, de tout à l'heure, puis en bleu, vous aviez le vernix et le méconium, rappelez-vous. En bleu, j'ai mis en parallèle le profil en acide gras à chaîne ramifiée du lait. C'est pour vous expliquer qu'il y a certaines similitudes, puis il y a certaines différences aussi. Mais si on parle santé du nouveau-né, est-ce que le profil en acide gras à chaîne ramifiée du lait est intéressant? Bien, on considère que les majeurs, ceux qu'on retrouve les majeurs, le ISO 16-0, c'est aussi un des majeurs dans le lait. Même chose pour l'anté-ISO 15-0. Donc,
c'est simplement pour vous donner une idée des ressemblances puis des différences. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la consommation de produits laitiers pendant la grossesse augmente la teneur en acides gras chaîne ramifiée dans le lait maternel. Donc, il y a une étude qui vient tout juste d'être publiée. C'était des cohortes de 115 femmes dans différentes régions. Bon, vous connaissez ce type d'études-là plus que moi. Ce qu'ils ont fait, c'est le profil en acides gras après 4 semaines après l'accouchement, et non le vêlage. Puis, il y a des acides gras chaîne ramifiée qui étaient effectivement associés à la consommation de produits laitiers chez ces femmes-là. Donc, c'est possible de modifier la composition en acides gras du lait de la mère qui, elle, va nourrir son petit ou sa petite ou son bébé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas à quel point ça peut être important, mais il y a certainement des études qui prouvent que ça pourrait aider au développement, entre autres, du microbiote intestinal chez le nouveau-né. Donc, ces acides gras-là, ISO 14 entre ISO 15.0 puis ISO 16.0, qui étaient associés à la consommation de produits laitiers, bien, c'est effectivement les acides gras à chaîne ramifiée qu'on trouve le plus dans le lait. Donc, ici, rapidement, les prochaines diapos, c'est juste pour vous expliquer que nous, on a fait on retourne chez la vache, donc on a fait plusieurs études pendant la chaire industrielle sur la composition du lait, puis on est retourné après, puis on a dit, bien, les différents traitements alimentaires, à quel point ils influençaient le profil en acide gras du lait. Donc, ce qu'on voit ici, on avait différents types de fourrage. On avait des animaux qui étaient nourris au foin, pâturage ou ensilage. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains acides gras à chaîne ramifiée qui étaient effectivement influencés par le type de fourrage qu'on offrait à ces animaux-là. Je n'irai pas dans le détail, c'est simplement pour vous expliquer qu'on peut effectivement moduler la composition. Ici, l'effet des aliments concentrés, on avait des rations qui étaient très riches en céréales, d'autres qui étaient très riches en fourrage. Puis ça aussi, ça avait un impact qui est différent, qui n'est pas toujours le même, dépendant des acides gras chaîne ramifiée qu'on étudie. Certaines fois, ça les réduit, certaines fois, ça augmente leur concentration. Même chose ici pour le lait, mais généralement, quand on donne des acides gras à une vache, bien, on va diluer les autres. Donc, généralement, quand on enrichit la ration en matière grasse, bien, on va venir réduire un acide gras particulier, comme l'huile de lin qui est très riche en 18,3, bien, généralement, ça va avoir tendance à baisser les autres. Donc, c'est pour ça que quand on donne de l'huile de lin, ça vient baisser la concentration en acide gras à chaîne ramifiée. Finalement, ici, c'est l'effet du stade de lactation. Ça prendrait du temps de vous expliquer toutes ces diapositives-là, mais c'est simplement pour vous dire qu'au fil de la lactation, généralement, bien, le profil en acide gras chaîne ramifiée ne sera pas le même. D'ailleurs, quand on développe nos outils de diagnostic là, pour la santé du rumen, si je reviens aux premières diapos, bien, il faut tenir en compte le stade de lactation de notre animal pour avoir un outil qui est suffisamment précis. Donc, en résumé, les acides gras à chaîne ramifiée sont synthétisés surtout par les bactéries du rumen. Votre meilleure source d'acides gras à chaîne ramifiée, ça reste la matière grasse laitière. Ils peuvent être utiles pour évaluer la santé du rumen chez les bovins laitiers, donc servir d'outil de diagnostic. Ils sont présents dans le lait à des concentrations, somme toute mineures, mais souvent beaucoup plus élevées que, par exemple, les différents acides gras oméga 3 ou même que les ALC, dont on entend beaucoup parler. C'est possible de moduler leur concentration. On n'a pas fait des miracles, on n'a pas augmenté la concentration en acide gras à chaîne ramifiée à 12 %, mais on serait intéressé de trouver des moyens de peut-être l'augmenter via l'alimentation de la vache. Puis, il semblerait qu'il y a, entre autres, des différents effets bénéfiques pour la santé. Le rôle prébiotique chez le nouveau-né semble plus prometteur. Puis maintenant, pour les perspectives, les différentes questions qui demeurent, c'est est-ce que tous les acides gras à chaîne ramifiée ont le même potentiel au niveau de la santé humaine? C'est quoi leurs effets chez l'adulte? Est-ce qu'il y en a? Là, on a vu quelques effets sur les cellules cancéreuses, mais bon, est-ce que c'est in vivo, est-ce que ça tient la route? Puis comment, comme je vous dis, là, ça c'est vraiment notre domaine, comment maximiser leur concentration dans la matière grasse laitière. Donc là-dessus, je vous laisse sur une photo du Centre de recherche en sciences animales de Deschambault. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le visiter, je vous conseille la visite, ça vaut la peine, c'est pas si loin que ça. Donc, merci beaucoup. Hein? Merci.
Ça fait plaisir. On prend une question? Oui. Bon, je pense qu'on pourrait prendre une question. Oui, j'ai dépensé. Juste pour bien conclure.